Aujourd'hui, nous sommes réunis aujourd'hui pour débattre d'un livre combien à la fois d'actualité, mais aussi peut-être une source de polémique. Une source de polémique, je vous le dis en toute sincérité et tout de suite. Je crois que la profondeur, j'ai croisé un peu les regards de l'auteur, M. Baudouin Dupré, qui est directeur du centre Jacques d'Arc, et je crois que sa fine connaissance de la charia n'a d'égal que de l'aspect profane en la matière. C'est ce qui ne nous empêche pas, justement, de croiser les regards sur une préoccupation à la fois du chez nous, mais aussi d'ailleurs. Et de croiser les regards, et combien ce regard serait pertinent, peu importe qu'on puisse véritablement être tout près de la vérité qui nous est près de la vérité. Je crois que nous sommes derrière une courant, derrière une vérité. Lorsqu'on croit s'en approcher, il s'en éloigne. En tout cas, ce regard qui est le regard de quelqu'un, en premier lieu, il dira, d'ailleurs, je ne crois pas parce que M. Baudouin, M. Dupré Baudouin, est bien au Maroc, il connaît nos problématiques, et mieux que ça, ce livre a été construit à partir de sources première source. Ce n'est pas de seconde main, ce n'est pas des traductions, puisqu'il maîtrise l'arabe. Il maîtrise très bien l'arabe. Je lui ai demandé justement, il me répondait Bahrun bila nihaya. Mais déjà, lorsqu'on adopte cette entrée combien humble, elle est le propre justement du chercheur. Bien. Donc nous sommes là pour justement la lecture de ce livre, La Charia. J'ai adoré le titre tel qu'il est, il est resté comme ça. Et justement, c'est à la fois une forme d'accordéon, on dira que c'est le regard de l'occidental, mais aussi la Charia, il part du Maroc, il sillonne pratiquement toutes les sources qui ont touché la Charia. Et je crois qu'il est le mieux à même d'aborder justement cette question avec circonspection et transcendance. Parce que M. Baudouin Dupré est directeur du centre Jacques d'Arc à Rabat, il est directeur de recherche au CNRS, et il est professeur invité dans plusieurs universités européennes et nord-africaines. Il travaille tout particulièrement sur l'approche théorique, sociologique et anthropologique de la norme et du droit, notamment dans les sociétés musulmanes contemporaines. Je n'invente rien. Je crois qu'entrer en possession de ce livre, je suppose qu'il interpellera beaucoup d'esprits libres et critiques. Vous verrez que je n'ai fait que lire ce qui est écrit. Bien, nous entendrons dans un premier temps Monsieur Baudouin Dupré. Nous essayer de nous imprégner, nous écouterons ensuite, je n'aime pas les contradicteurs, je dirais ses lecteurs. Je dirais ses lecteurs, et nous entendrons, dans le sens, tout à l'heure on verra qui commencera, qui terminera, mais nous écouterons Serge Lassaf, et je crois que ce serait un affront que de chercher à le présenter. Nous écouterons aussi Sibnis, c'est le regard, je crois, de l'anthropologue, mais celui qui a touché le territoire de très près. Nous écouterons ensuite le sociologue, l'homme de droit, Sir Abdelrahim Moussaoui. Je n'irai pas plus loin, je donnerai tout de suite la parole au professeur Baudouin Dupré. Je dirais, monsieur le directeur, je préfère dire monsieur le professeur. À vous, monsieur. Merci infiniment, Monsieur le Président, pour cette généreuse introduction et présentation. Je voudrais, après ces mots qui sont sans doute nécessairement élogieux, faire acte non pas de contrition, mais d'un peu de modestie. La langue arabe n'est certainement pas quelque chose que l'on peut jamais maîtriser parfaitement. Quant à l'islam et à la charia, ne serait-ce que leur dimension transcendantale, font qu'ils ne sont pas de l'ordre de la connaissance humaine et positive à tout point de vue. Donc ce ne sera jamais qu'un regard parmi beaucoup de regards possibles sur une question, un objet, un concept. C'est une chose à sans doute explorer,
mais un seul regard parmi d'autres possibles, à partir aussi d'une position qui est une position complexe. Ma position à moi, c'est une position de quelqu'un qui vient d'une société qui a priori n'est pas musulmane, dont la langue a priori n'est pas l'arabe, qui pour des raisons complexes, et je ne vais pas faire appel à Freud et à la psychanalyse pour vous donner des éléments de compréhension de ces raisons complexes, mais a été amené un jour à s'intéresser au monde arabe, aux sociétés arabes, à la langue arabe, à l'islam, à sa religion. Je vous laisserai dans l'ignorance de mes convictions religieuses personnelles. Je ne pense pas que ce soit l'objet de l'intervention d'aujourd'hui, mais en vous laissant dans l'ignorance, je veux aussi vous dire directement que je ne me positionne pas comme un chrétien regardant l'islam, je ne me positionne pas comme un alim regardant sa propre culture religieuse non plus. Je me positionne comme quelqu'un qui essaie de faire des sciences sociales et se saisit avec sa posture de social scientist, de sciences sociales, se saisit d'un objet qui a priori est difficile pour les sciences sociales parce qu'il prétend échapper à la mondanité, à cet ordre mondain, et accéder à un ordre divin, un ordre transcendantal. Donc comment aborder à partir des sciences sociales quelque chose qui prétend échapper précisément à ces sciences sociales. Mais peut-être que le meilleur point d'entrée, c'est de citer notre chef de gouvernement marocain, Abdelillah Ben Kiran. J'ai une citation qui est celle d'ailleurs inaugurale du livre, que je trouve particulièrement éclairante. Il nous dit en effet, la charia aujourd'hui au Maroc, c'est le combat contre l'immoralité, la corruption, c'est trouver du travail aux gens, éduquer les citoyens. La charia en tant que hudud n'existe plus dans la nation depuis longtemps. Je trouve cette citation absolument remarquable à tout point de vue. Remarquable, je ne veux pas dire que ce soit pour moi l'incarnation du génie. Je la trouve remarquable parce qu'elle nous dit énormément de choses de manière très compacte et peut-être à l'insu même de son auteur. Elle nous dit d'abord que la charia est une thématique du débat public. C'est un homme politique qui prend position sur cette notion. Ce n'est pas un homme religieux, bien que, évidemment, le parti qu'il représente invoque la référence religieuse pour justifier son programme. Il n'empêche que c'est donc une thématique du débat public marocain. Ensuite, il nous dit que la charia est une question d'interprétation plutôt qu'une vérité immuable. Il nous dit en effet, la charia aujourd'hui au Maroc, c'est-à-dire que, si on le lit bien, la charia n'est pas une affaire immuable en permanence et intangible, c'est quelque chose qui varie, qui fluctue, qui s'adapte selon le pays et le moment où l'on s'intéresse à cet objet. La charia, pour lui, aujourd'hui au Maroc, n'est pas la charia ailleurs et en un autre temps que celui-ci. Il nous dit aussi que la charia, c'est bien plus que du droit. Et voilà quelque chose qui, à mes yeux, est extrêmement intéressant, parce que souvent, on a tendance à traduire charia par droit musulman ou islamic law, quand il faut le traduire dans une langue européenne. Mais étrangement, dans la bouche même du chef du gouvernement, on a affaire à quelque chose qui transcende largement le strict domaine juridique. On a affaire à quelque chose qui est plutôt d'ordre éthique. Il s'agit bien de combattre l'immoralité et de lutter contre la corruption. Le droit, là-dedans, n'est finalement qu'une petite part émergée de l'iceberg. La réalité est donc que la charia, c'est bien plus que la simple connotation juridique qu'on lui donne d'habitude. Il nous dit aussi que c'est une question de nature politique. Il nous dit donc que la charia, c'est non seulement plus que du droit, que la charia, c'est une question éthique, mais que la charia, c'est une question politique. Et pourquoi nous le dit-il, ou comment nous le dit-il? Mais c'est parce que, précisément, il prend la parole en sa qualité
soit de chef du gouvernement, soit de secrétaire général du PJD, pour nous dire ce qu'est la charia. C'est donc, bien entendu, un point de vue politique sur la charia qu'il nous livre, puisque c'est à partir de sa posture politique qu'il prétend en parler. Il nous dit qu'elle a un ancrage historique et qu'elle fait l'objet d'évolution, puisqu'il nous dit que les houdoud n'ont plus de raison d'être. Alors les houdoud, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce sont les peines définies limitativement par le texte coranique. Il s'agit essentiellement de l'apostasie, de la consommation d'alcool, des relations sexuelles illégitimes, du vol, du brigandage, et j'ai dû oublier quelque chose encore au passage, mais ça n'a pas plus d'importance que ça ici. C'est pour dire que pour lui, ce qui peut être parfois associé à la charia de manière contraignante, comme c'est le cas par exemple au Soudan, où l'adoption d'un code pénal dit islamique se fait via l'adoption ou la réintroduction, je parlerai plutôt moi-même d'introduction que de réintroduction, parce qu'historiquement il n'y a jamais eu de houdoud codifié au Soudan, et donc il y a introduction de ces houdoud, de ces peines coraniques dans le code pénal soudanais. Eh bien, Ben Kéran nous dit que cette façon de voir les choses est aujourd'hui au Maroc totalement dépassée, alors même que lui revendique l'application de la charia en tant que programme éthique. Et enfin, il nous dit aussi que la charia est beaucoup plus ce qu'elle n'est pas que ce qu'elle est positivement. Je veux dire par là qu'il nous dit la charia, ce ne sont pas les houdoud. Il ne nous dit pas, au-delà du fait qu'elle serait un message éthique, il ne nous dit pas ce qu'est la charia positivement, en quoi elle consiste substantiellement. Il nous dit essentiellement ce qu'elle n'est pas. Il a un message qui consiste à dire méfions-nous des acceptions rétrogrades de la charia. En revanche, il ne cherche pas à imposer un certain nombre d'éléments précis de la charia. Une petite citation comme celle-là est donc déjà extrêmement riche. Je pense qu'elle permet d'introduire le sujet qui, évidemment, ne peut pas être épuisé en quelques propos. Je voudrais surtout, dans les 2 minutes que je vais encore prendre de parole, je voudrais surtout vous expliquer ma démarche. Ma démarche, c'est d'offrir plutôt une carte de géographie qu'une liste d'éléments substantiels définissant la charia. À vrai dire, à l'issue de ce livre et à l'issue des recherches que j'ai menées, je serais bien normal de vous dire aujourd'hui, ou hier, ou avant-hier, ce qu'est la charia de manière totale. Et le type même d'approche que j'adopte pour en parler exclut la possibilité d'aborder un tel sujet en prétendant lui apporter une solution totale. Parce que si on accepte, comme je le fais, de parler de la charia comme d'un concept, nécessairement, un concept, c'est ce dont ce concept est investi en fonction du lieu et du temps. Ce qui est d'ailleurs une notion issue du fiqh, à tout point de vue, à la hasab al-makan wa zaman. Vous trouverez ça dans tous les traités de fiqh qui acceptent dès les temps les plus anciens le pluralisme et le relativisme, au sens où les règles déduites par les fuqaha à partir des enseignements généraux du Coran et de la Sunna, eh bien ces règles ne sont pas une vérité définitive, elles sont présentées par les fuqaha eux-mêmes, et c'est ça qui est important, elles sont présentées comme adaptables à la hasab al-makan wa zaman, en fonction du temps et du lieu. Elles sont relatives de ce point de vue-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut rien en dire, que tout est dans tout et rien n'est nulle part. Non, bien entendu, il y a des choses qu'on peut déduire à partir de ces sources fondamentales que sont le Coran et la Sunna, mais en même temps, l'effort d'interprétation nécessaire pour arriver à comprendre ce que peuvent être les règles du fiqh et de la charia, cet effort d'interprétation ne peut se faire que de manière
contextuelle. Et c'est ça, essentiellement, le message de ce livre, au-delà de l'information historique, anthropologique, conceptuelle que je tente d'apporter. Le message essentiel de ce livre, c'est de dire on ne peut aborder ce genre de questions qu'en acceptant qu'il s'agit de concepts humains, même si ce sont des concepts humains destinés à approcher de la vérité divine, il n'en demeure pas moins des concepts humains, et ces concepts humains n'ont de sens que dans la mesure où on les saisit en contexte, où on les saisit en fonction du temps et du lieu, dans une perspective, et non pas dans un point de vue atemporel qui, et je rappelle là des propos de Foucault des premiers temps aussi, un point de vue atemporel qui consisterait, in fine, à s'équivaloir à Dieu lui-même, à commettre le péché essentiel en islam, qui est le péché de shirk. Ce serait le péché d'associationnisme, que de prétendre, avec des ressources humaines, accéder totalement à la vérité divine. Et les premiers fuqaha ne s'y étaient pas trompés, qui disaient qu'ils n'étaient pas spécialistes de la charia, qu'ils étaient spécialistes du fiqh, c'est-à-dire de la tentative d'approcher de la connaissance de l'enseignement divin, mais non pas de connaître l'enseignement divin de telle sorte qu'on équivaudrait à Dieu lui-même. Je vous remercie, je pense que ça peut lancer la discussion. Merci beaucoup, monsieur Baudouin Vous aurez des Dupré. Non, ça fait pas, j'arriverai à le dire. Voilà je ne sais pas si c'est véritablement une leçon d'humilité, mais en tout cas, je retiens une chose, c'est que c'est la première fois où je vois l'action du chef de gouvernement être positivée en profondeur. Peut-être que nous avons besoin d'un regard extérieur pour justement essayer d'apaiser un peu nos passions, nos pulsions aussi. Quoi qu'il en soit, je retiens qu'il y a un respect de la différence. Et vous en convenez avec moi que finalement ce concept est beaucoup plus pris dans le sens de la ségrégatif que dans le sens constructif et positif. Le respect de la différence, c'est le respect des références socioculturelles, des références culturelles aussi. Et ce respect, je sens l'auteur, je le sens, je me trompe peut-être, il émane du cœur, au point, je dirais que le respect va tellement loin, au point qu'on s'en inspire. Et j'ai vu comment il trouve matière à réflexion dans un thème qui, pour bien d'autres, et pour moi en l'occurrence, moi qui prétends être dans la sphère, je ne dirais pas spécialiste, mais dans la sphère des sciences sociales, et je trouve que véritablement cette profondeur allait au temps, nous étions à la fac, et nous rappelons tous d'une matière qui s'appelait Histoire, l'introduction à l'étude 3, où il y avait justement la charia. La charia, le fait que c'était du béton pour nous. C'était du béton et on faisait tout pour essayer d'échapper à cette matière. Et puis j'écoute l'auteur et sincèrement, je trouve que finalement, il y a une douceur. Il y a une douceur, et surtout lorsqu'il vous dit que, et tout en son inspirant du chef de gouvernement, que le hudud est une chose non dogmatique, est une chose dépassée, c'est une fille du temps et de l'espace. Du temps et de l'espace, et justement qu'il faudrait peut-être et il faudrait s'en espérer, il prend toutes ces précautions pour nous dire que de toutes les manières, ma prétention n'est pas de répondre aux questions comme il y a épineuses, mais juste de tracer une carte géographique de la charia et de remettre justement à la charia plutôt cette charge émotionnelle, cette charge électrique qui nous permet justement d'entrer et de mieux tempérer notre perception, notre regard de l'islam. Là c'était un petit peu le regard du profane. Je ne sais pas qui c'est qui voudrait prendre la parole en premier, mais là je serais transigeant. Autant j'aurais aimé écouter encore plus l'auteur, je dirais multiplié par N, d'avoir le temps de parole, autant je vais être intransigeant sur le temps de parole de ceux qui vont parler. Et donc je ne donnerai pas plus d'un quart d'heure. Et je crois que ce qui peut le plus peut le moins.
Ce qui peut le plus, peut le moins. Et ce qu'on pourrait dire en l'espace d'une demi-heure ou de 3 quarts d'heure, on pourrait très bien le dire en un quart d'heure. Et donc, je ne sais pas, bon, comme je commence par celui qui est de la droite, qui est à ma droite. Enfin, qui est à ma droite, et donc je commencerai par là, c'est ça. Bien, merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de participer à cet exercice collectif de lecture d'un ouvrage important qui s'intègre dans notre effort au centre d'études et de recherche en sciences sociales, d'encourager la lecture des ouvrages importants en sciences sociales nous concernant. Et j'estime que c'est l'un des ouvrages qui nous concerne le plus. Lecture passionnante, lecture qui vous prend du début jusqu'à la fin, dans un langage simple, clair, direct, pédagogique aussi, dans une maîtrise des concepts, de la littérature, de la culture. Et donc je sors, il me semble qu'on ne peut que sortir enrichi de cette lecture. Pour un terme aussi problématique que celui de la charia, qui se caractérise, l'auteur le signale, par la multiplicité des acceptions, à travers le temps, l'espace, d'une personne à l'autre, d'un contexte à l'autre. Le projet de l'auteur est de remettre un peu d'ordre, d'y voir un peu plus clair. Il y a une confusion, une grande confusion. On décrit un phénomène avec les mots utilisés pour en décrire un autre. Le projet, c'est d'aller voir de plus près, de manière plus organisée, de manière plus fouillée, ce qu'il en est de la charia. Qu'est-ce que c'est que la charia? Les propos qu'il a rappelés tout à l'heure d'un chef de gouvernement de la région est assez significatif. Et cela pose la question forme, registre, matrice, qu'on retrouve d'ailleurs dans le texte. Parce que la charia, c'est une forme où on met beaucoup de choses, donc, qui peut avoir plusieurs contenus, ou un registre, ou une matrice, des pratiques antérieures et des pratiques présentes et futures. Et où les règles, la théorie ne se sépare ou se sépare difficilement de la pratique. L'ouvrage que M. Baudouin rappelle de Halaq wa il-Halaq sur théorie, pratique, etc., montre très bien ces diverses dimensions de la charia, entre théorie, pratique, transformation. Donc, terme polysémique qui dépend aussi de qui l'emploie, des journalistes, des politiciens, des chercheurs, multiplicité des acceptions, mais aussi avec maintes usages, des juristes, des théologiens, ce qu'on appelle les islamistes, les constitutionnalistes, les islamophobes, les islamophiles, etc. Le terme a un sens selon ces registres, selon les registres en question. Il y a deux parties dans l'ouvrage. Une première partie où on s'arrête sur les sources. J'allais dire les sources de la charia. Mais en fait, l'auteur est clair, c'est les sources du fiqh. Car le fiqh paraît être comme le cadre. Le cadre théorique, doctrinal, c'est le niveau des fondamentaux, mais qui en même temps comprime toute l'histoire de la constitution de ce niveau du sujet
important. Donc d'une part, les sources, en les prenant une à une, et en second lieu, nous entrons dans les contenus, les contenus de la charia, à divers niveaux. Concernant les sources, elles sont classiques, connues, on en a d'abord, on est habitué, ça fait partie du quotidien, ça fait partie de la cosmogonie, notamment marocaine, le Coran, la Sunna, le consensus, le raisonnement, l'analogie. Donc, alors, niveau par niveau, le Coran, sa constitution, son histoire, et là, vous imaginez l'effort que ça a demandé à l'auteur d'organiser toutes les informations sur la naissance, le développement, avec précision, un travail de déconstruction, de reconstruction, de périodicisation, très riche en sens, tout en recherchant dans tout cela la construction de la charia, ou les constructions de la charia. Alors, il y a quand même cette idée selon laquelle le contexte dans lequel naît, se développe, s'amplifie, ce qu'on appelle charia, et ses corollaires, ses dépendances, notamment le fiqh. C'était autre chose, ce n'était pas du droit. Il y a cette idée que ce n'était pas du droit. C'était... ça rappelle le discours des temps pré-prophétiques, du temps pré-prophétique, il y a un seul, du temps pré-prophétique, des homélies païennes, etc. Mais surtout le niveau moral, le niveau religieux. Et puis ça s'est construit avec une distinction de ce qui est interdit, de ce qui est proscrit et de ce qui est prescrit. Prescription, cette double facette qui va peut-être se traiter par la suite, le corpus ou les corpus qui constituent la charia. Donc le Coran, comme révélation mystique, a donné ce qui va devenir la loi. La question se pose, le texte sacré pouvait-il être une source légiférante? Sa fonction est avant tout une fonction liturgique, différente de la fonction légiférante. Donc, sans m'arrêter sur les détails, les normes révélées, chaque fois, ont une connotation politique liée au contexte, liée au monde. On peut parler d'institutions, de normes, mais difficilement d'un système juridique dès le départ. Voilà l'idée qui me semble une des idées clés, un système de droit, avec du pénal, du procédural, de la famille, des biens, des obligations, des contrats, etc. Cependant, il y aura quand même en cours de route de la compilation et de la transmission et plusieurs étapes. Tout le débat sur le sens et l'interprétation du Coran est posé, est rappelé. Tout ce qui tourne autour du tafsir, et puis les usages qui ont été faits du Coran du début jusqu'à aujourd'hui. L'auteur rappelle la fameuse affaire d'Abou Zaïd où la Cour constitutionnelle, la haute cour constitutionnelle égyptienne
prononce le divorce d'Abou Zayd, il confirme le divorce d'Abou Zayd avec sa femme, sous prétexte que ce monsieur est sorti de la religion. On se rappelle de la fameuse affaire. La tradition prophétique subit le même travail de description, de déconstruction, les faits et les gestes, les dires du prophète, sa façon de vivre, ainsi que celle de ses compagnons. La première génération des musulmans, l'islam primitif, c'est ce qu'on appelle, et il nous rappelle la multiplicité de ces traditions, de cette tradition prophétique, au point que c'est devenu une science, la science des hadiths. L'information concernant sa façon de vivre, donc, et qui aujourd'hui se monte à quelques 7000, selon Bukhari, 7200 traditions considérées comme authentiques. 7200, c'est impressionnant, avec toutes les distinctions que cela a sécrétées par la suite, les classifications, le musnad, le musannaf, les débats entre traditionnistes et ceux qui sont opposés aux traditionnistes. Je vous fais l'économie de tout cela. En tout cas, la référence à la sunna dans la construction héritée déjà, dans la base des fondamentaux hérités du Coran, va donner une garantie d'authenticité et d'autorité. Et je cite l'auteur, contribuer, c'est le langage wébérien, au réenchantement du monde par un retour à l'âge d'or qui procède d'une idéalisation où les méthodes critiques jouent un rôle limité. Le troisième niveau est celui du consensus et du raisonnement analogique. Rappelle aussi de cette longue histoire, de ces débats, de ces discussions, mais en restant fixé sur le sujet de la charia, le développement des écoles doctrinales. Il y a dans l'ouvrage une excellente présentation simple, claire et encore une fois pédagogique, mais non moins proche de la complexité des débats. Elle arrive à rendre le complexe très simple, à le présenter en tout cas de manière très simple, les grandes écoles et les débats qui ont eu lieu. Pour souligner à la fin qu'il y avait quand même un souci d'homogénéité et de cohérence qui avait mené ici et là à substituer au raisonnement personnel et arbitraire la déduction analogique. Le dernier niveau, celui du raisonnement, qui lui-même ne peut procéder de manière arbitraire, rappelle l'auteur, il est contraint par le soubassement de la normativité islamique et par ses objectifs, qui est de commander le bien et de proscrire le mal. C'est-à-dire, ce n'est pas la logique, j'allais dire la raison débridée, le rationalisme, mais une démarche, le rationalisme à tout... l'ultra-rationalisme, mais un rationalisme encadré, etc. Donc l'analogie avec toutes les catégories d'arguments, l'argument a fortiori, l'argument préférentiel, l'argument fondé sur l'intérêt général, etc., en s'arrêtant en cours de chemin sur cette catégorie particulière. Ceux qui ont fait de la théorie du droit, le profil, il y a 2-3 pages sur les jurisconsultes de l'islam, mais on ne peut se retenir de les comparer aux camarades romains des jurisconsultes, du moins ne serait-ce qu'à travers la description de Max Weber lorsqu'il s'attaque à cette question. C'est quand même des profils
des profils différents, même si cela est traversé par des muftis, des mujtahids et des muqallid, etc. Bien. Donc, sans trop m'arrêter, alors, concernant les contenus, je dirais rapidement, la classification des actes, alors qu'est-ce qu'il y a de juridique dans tout ça? Parce qu'il y a ce souci de recherche du droit, ce qui relève de la dévotion, ce qui relève des transactions, et l'ouvrage est plein d'éléments sur ces questions-là qui demandent lecture et relecture. Les relations familiales, la propriété, les questions contractuelles, les questions d'ordre pénal, etc. Mais comme pour ça, on a l'habitude. Dans la pensée politique, on parle souvent d'Adab Sultania comme s'il s'agissait d'un livre écrit une fois pour toutes et qu'on reprend. Eh bien, la même chose pour cet aspect-là. Quand on parle de Sharia, on retrouve pratiquement le plan de Razali. Le plan de Razali, les piliers de la foi, Shahada, profession de foi, la prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage. Donc les 5, je me rappelle bien les actes de dévotion rituels. Mais moi, ce qui m'a intéressé, je ne vais pas évidemment trop m'attarder parce que j'ai 4 ou 5 questions à poser à mon ami Baudouin Dupré. Ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est les atteintes à la vie, au corps et à la propriété. Moi, ce qui m'a intéressé quand même, c'est le corpus. Outre la question de la justice, sa place dans le système, ce qui m'a intéressé, c'est qu'aujourd'hui, on articule plus ou moins sur les droits de l'homme, la question des droits de l'homme. Donc, il y a encore quelque chose que je vais mentionner avant de poser mes questions. C'est effectivement cette image qui m'a obsédé. J'ai pendant longtemps assuré le cours de philosophie du droit à la faculté de droit. Et dans ce cours, je lisais à mes étudiants les passages concernant le qadi musulman, qui présentait dans cette dialectique entre droit matériel, droit rationnel, droit formel, droit réel, sur laquelle se fonde la classification de Max Weber, le qadi, c'est une instance, c'est quelqu'un qui prononce le droit selon son humeur. Et cette idée, selon son caprice, au-delà du droit, au-delà du droit formel, ce n'est pas la raison logique dans son caractère professionnel. Il se présente au souk, par exemple, c'est l'image que donne Max Weber, il se pointe le jour du souk, et selon des éléments extra-juridiques du moment, il prononce son jugement. Les éléments extra-juridiques sont aussi importants que les éléments de droit, sinon plus importants. Voilà l'image qui est donnée. Mais notre ami Baudouin Dupré montre qu'il s'agit là d'une image très simple, et qu'à l'intérieur de cette posture du qadi jugeant selon son caprice, il y a tout un travail de transformation, et il nous est décrite l'évolution en Turquie, à la fois au niveau macro, mais au niveau des professionnels du droit. Et le juge est évidemment une figure dominante. Donc l'évolution en Turquie, l'évolution en Iran, et comment tout cela est important. Il y a quelque chose qui ne... Donc c'est bien plus complexe que l'image simplifiée que nous avons tendance à véhiculer parfois par rapport au jury professionnel qui se prononce selon la logique juridique pure. Au passage, je ne m'attarderai pas là-dessus, comment a été inventé le droit musulman. Je vais simplifier peut-être, c'est même un peu déformer le texte. Il n'y aurait pas eu de droit musulman
musulmans, mais l'histoire des droits musulmans, c'est une construction de l'approche extérieure, notamment coloniale, dans le cadre de la maîtrise des sociétés islamiques colonisées, dans le mouvement de colonisation, aussi bien au niveau de la recherche, de la collecte des données, qu'au niveau de la mise en œuvre et même des réformes introduites. C'est l'irruption européenne sur la scène musulmane, la création administrative, la création académique, ce serait effectué dès le XVIIIe siècle, le XIXe, donc avec des enquêtes pratiques, on les connaît, on a beaucoup de... Mais moi, c'est une des premières questions. On a des noms vedettes sur la question. Moi, je pensais à Charnay, je pensais aussi à Jacques Vert, nous concernant le Maghreb. Mais là, nous avons toute l'histoire, hein, tous les noms emblématiques sur la question. Mersinge, Salomo Kaiser, Ourgrange, que je viens de découvrir récemment, donc, etc. Et c'est une nouvelle façon de penser la charia. Donc le droit musulman, construit par ces auteurs orientalistes, je ne mets aucune charge, ni positive ni négative dans le terme orientaliste, une nouvelle façon de penser la charia, dit avec adoption, dit notre auteur, avec adoption de nouvelles techniques comme la codification qui n'existait pas auparavant. Évidemment, la question des usages politiques de la charia est importante, mais je distinguerai pour le cas marocain. Dupré-Baudouin nous parle aussi bien de l'Égypte que de la Tunisie, notamment dans le mouvement constitutionnel issu du printemps arabe. Il nous parle des nouvelles configurations, des régressions ou des avancées. Mais pour le cas marocain, nous avons une distinction pour la première fois par rapport à tout le mouvement constitutionnel, et ça l'ouvrage le montre bien, une distinction entre le commandeur des croyants en religion et le roi, le roi constitutionnel. Donc il y a les deux, c'est bien distingué. Mais par rapport à l'économie générale de la Constitution, il est clair que désormais il n'y a plus aucune loi qui puisse être considérée comme loi si elle ne vient pas du Parlement. Mais là, dans ce secteur-là, il y a de la législation indéfinie. Donc il y a une zone grise ici, comme dans le secteur de la sécurité. Mais en règle générale, la dominante, c'est que... Donc il y a cette question, cher ami, que je te pose. Cinq autres questions, 4. Tu as fixé les dates, je vais t'arrêter. Alors, les temps. D'accord. Alors, première question. Dans le droit musulman, dès le départ, à mon avis, il y a du droit. Au sens, c'est pas uniquement d'amoral, il y a du droit. Et ça s'interpénètre avec les rapports sociaux objectifs. Il n'y a pas que de l'éthique, il n'y a pas que ce niveau superficiel que rappelle la déclaration du chef de gouvernement précité, qui est la lutte contre la corruption. Façade, au sens grec, au sens aristotélicien du terme. Façade, c'est pas simplement le détournement des fonds, c'est la corruption du système. Donc, moi je crois qu'il y a du droit dès le départ. Deuxièmement, deuxième question, c'est celle qui m'intéresse le plus. Dans la construction de l'état de droit, est-ce qu'on peut dire que c'est une entrave ou c'est un facteur favorable? Dans la construction de l'état de droit, la charia est-elle une entrave sérieuse, un obstacle, ou bien un facteur, ou bien, comme ce n'est pas du droit, donc ce n'est pas très pertinent? C'est plus de la culture, c'est plus d'environnement idéologique.
Donc c'est une autre affaire, c'est plus global. Et bien sûr, on a déjà parlé de Max Weber, sur cette plasticité de la charia, sa capacité, c'était Al-Fassi qui disait ça, c'est son titre. L'universalité, voilà, sur la loi islamique, Sharia. Est valable pour tous les temps et tous les lieux. Mais quand même, dans son analyse, il montre bien qu'il y a cette idée d'adaptation, d'historicité, d'articulation avec... je crois que je vais m'en tenir là. Je suis désolé d'avoir débordé. Merci beaucoup, Sabla. Merci beaucoup, Sabla, pour cette lecture débordante dans tous les sens du terme. Je connaissais Sergla quand il fait de la transcendance doctrinaire. Il faut véritablement avoir des aides pour le suivre. Ce que je connaissais moins, c'est quand cette plongée dans les entrailles de la charia, et puis cette lecture, j'allais dire, de manière presque caricaturale, c'est de Dahir ul-Batin. C'est cette lecture à la fois de l'ouvrage, mais aussi de ce qu'il cache, de ce qu'il recèle comme analyse, comme analyse en profondeur. Ce que j'ai retenu, c'est cette dédogmatisation, si j'ose dire, si je puis en guillemets, le concept peut-être n'existe pas, mais il a utilisé justement ces trois abréviations qui sont les CDR, c'est la construction, déconstruction et reconstruction. Et reconstruction, et justement, c'est de sortir du dogme pour en faire quelque chose de très propre et à nous qu'on puisse agir dessus, et toujours dans le sens du consensus, mais le consensus non pas au sens néolibéral du terme, mais au sens de la charia. Il a tenu à le préciser. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement ce sens et il dit, bon, il faudrait qu'elle intègre le raisonnement. Et a pris toutes les précautions pour dire, le raisonnement, c'est-à-dire cette rationalisation, ce rationalisme. Je crois que le premier terme qui allait sortir, c'était le rationalisme matérialiste. Il s'est ravivé pour dire le rationalisme. C'est vrai, c'est extraordinaire. Ce sont deux approches avec des paramètres propres. Lorsqu'on lit, on ne peut pas lire à travers un seul prisme. Un seul prisme, je crois que le chercheur se doit justement d'être à même de lire à travers les différents prismes, à travers les différentes références socioculturelles et socioculturelles. Et j'ai beaucoup aimé parce que autant on parle de Razali, il a parlé de Razali, je crois que les deux auteurs ont parlé de Razali, autant on met aussi cette notion du cartésianisme, du cartésianisme, ce sens de logique. En tout cas, moi j'ai à travers d'abord la première lecture de l'auteur et puis la lecture du premier lecteur, je crois qu'on n'a pas perdu notre temps, je crois qu'il faut rester éveillé. Et nous allons encore une fois écouter, tout à l'heure j'ai dit celui de la droite, c'est pas celui qui est à ma droite, mais je ne voulais pas dire celui qui est à ma droite, mais celui de la droite, je plaisante. Celui de la droite, on va écouter, c'est Mouslahi. Je suis sûr qu'avec son esprit critique, et surtout sa manière de faire parler le détail, de saisir le détail, et de le saisir dans le cadre du global. Du cadre du global, je crois que la fête continue et on va encore être émerveillé par la suite, sans oublier la fin. Merci, Monsieur le Président. Bien que je sois à votre droite, je ne suis pas du tout de la droite. sur le ton de tempérament. Bien entendu, très heureux pour ma part de prendre part à la discussion de ce travail, qui éblouit autant par l'originalité de l'approche que par la force de l'argument. Pour aller plus vite, je dirais que la caractéristique principale de cet ouvrage est d'avoir contribué à la refondation du rapport entre droit et sciences sociales, en prenant en charge, en adoptant une posture pluraliste de la charia. Et bien entendu, aux antipodes des dogmaticiens musulmans, mais aussi autres et bien d'autres,
qui croit en la validité universelle de la loi islamique en tout temps et en tout lieu. Donc, en substance, et ça c'est mon impression première et générale, le livre est un excellent manifeste contre l'essentialisme qui naturalise les objets sociaux, y compris les objets juridiques. La charia n'est pas une substance, mais tout simplement une construction sociale, historiquement constituée autour de représentations de positionnement sur la place de l'islam dans la cité. Cette posture que je qualifie d'historiciste, relativiste, donc anti-essentialiste, ne me surprend pas personnellement. D'ailleurs, notre ami Baudouin Dupré est un des rares anthropologues du droit qui prennent au sérieux l'ethnométhodologie comme regard en sciences sociales. Non seulement il a été un des co-traducteurs du classique de Harold Garfinkel, qui passe pour un des fondateurs de l'ethnométhodologie en sciences sociales, mais aussi il a aussi produit et s'est revendiqué de cette posture méthodologique dans ses travaux. L'auteur s'éloigne donc de toute vision manichéenne de la charia, appréhendée par certains comme étant la norme idéale, incarnant la volonté de Dieu, et par d'autres comme étant un obstacle à la modernisation des sociétés musulmanes. Dupré fait plutôt sienne une vision dépassionnée et historicisante, je souligne, historicisante de la charia. C'est pourquoi l'objet du livre n'est pas de donner une définition précise de la charia, mais plutôt d'observer et de décrypter les usages qu'en font les hommes et les sociétés dans des contextes différents. D'ailleurs, figer un objet dans une définition univoque irait à l'encontre de l'objectif même des sciences sociales. Cette posture agnostique, comme aime à le dire l'auteur, se justifie par la diversité même des usages que font les pays musulmans de la charia. Rigorisme dans certains cas, comme le montrent les pratiques judiciaires observées en Arabie Saoudite ou au Soudan, à un degré moindre en Égypte. Éclectisme, voire sécularisme, dans d'autres cas, comme c'est le cas en Tunisie et au Maroc.